Coucou. Salut, on va faire la review des reliques et on va tenter un nouveau concept parce qu'on est vraiment trop hype machin truc. Alors à la fin de cette vidéo on aura 10 millions d'abonnés. On a déjà pris les billets pour Ibiza, du coup déconnez pas quoi. Ouais les gars. Oh. Non, perds pas de temps, on n'a pas de perdre du temps. Non. Oh, Volvi nous a dit on a le temps de cette musique et là il est là, je veux participer à la vidéo, tu te tais, on va vite. Donc les ordinaires c'est de la merde, les inhabituels c'est pas mal et les reliques de boss c'est le feu. Bonne review. Voilà. Non, ce qu'on Non. va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une relique sur deux. Et on a chacun 3 jokers. Quand tu le dis, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est une relique sur deux quoi. Ils vont review que la moitié. On va reviser Non, c'est que chacun son tour, on va en review une, et l'autre, on a chacun 3 jokers pour intervenir sur la review, sur la relique du mec, de Alors. l'autre. Donc moi j'ai 3 jokers pour intervenir, voilà. Et du coup le but c'est qu'on profite vraiment de nos jokers, et que du coup on pourrisse l'autre en fait. Moi quand je vais utiliser mes jokers, je vais pas attaquer la relique, je vais attaquer directement le physique à Volvi, je préviens. Du coup, tu commences ou je commence? Bah tu préfères voleur ou guerrier? Moi, On va faire les commence. classiques. Allez, je commence, allez je commence. Allez, d'accord. Du coup, la silencieuse commence avec une relique qui fait qu'elle commence naturellement les parties avec 2 cartes de plus. Pour moi, c'est la moins bonne des deux. Le guerrier a clairement une meilleure relique. Mais ça donne un avantage, c'est que quand la baleine au tout début vous propose de l'échanger contre une relique de boss, et ben ça peut se faire. Alors qu'on n'a pas du tout envie d'échanger la relique du guerrier. Du coup, c'est sympa de commencer avec 2 cartes de plus. Sur les decks Shiv, c'est intéressant. Sur les decks Poison, un petit peu moins, parce qu'on peut inner certains pouvoirs. Mais c'est très important pour les fumées toxiques quand même. Par contre, si vous partez sur les builds mana carte, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Ok. Le sang ardent, bah, c'est toute la base du soldat royal. C'est du soldat royal. Du soldat de fer, qu'est-ce que je dis moi? Mais c'est vraiment super bien, effectivement. Dan l'a très bien dit avant. Celui-ci, on n'a pas envie de l'échanger. Parce que autant les cartes du voleur sont mieux au début de la game, oui je vais revenir à voleur guerrier, sont mieux au début de la game, autant bah, le pouvoir carry sacrément, hein. Là où il y a des runs, bah, on peut pas du tout aller chercher plein d'élites avec le voleur, avec le guerrier on peut, parce que bah dès que vous faites un combat bien, bah, vous gagnez des PV, et ça c'est starbé. Donc sang ardent, que ça. Voilà. L'encre. Commencer chaque combat avec 10 d'armure. Parmi les ordinaires, moi c'en est une que j'aime beaucoup. Parce que elle permet à tous les decks basés sur les boosts ou les pouvoirs, donc le guerrier généralement les builds de force et le voleur les builds de poison, ça leur permet d'avoir un tour en quelque sorte gratuit où ils ont une ressource d'armure déjà disponible. Donc on prend pas aussi cher quand on fait la forme démoniaque qui coûte 3, quand on va faire ses fumées toxiques en voleur, quand on va faire ses précisions, c'est son pouvoir qui donne des surins au début de chaque tour, etc. Donc je trouve que c'est un vrai plus pour les decks qui ont un départ lent parce que ça enlève en fait le seul désavantage du deck parce qu'en général en plus ce sont les meilleurs decks. Oh, j'ai regardé, j'ai pas les méga plaisirs des trucs, j'ai l'attrape-rêve, lorsque vous opposez, vous pouvez ajouter une carte à votre deck. Franchement, c'est pas la relique dont on rêve. Volvi, est-ce que je peux te proposer un autre joker? Quoi? On a un joker chacun où on a le droit d'inverser le rôle. C'est-à-dire en gros on file la relique à l'autre et on reprend le rythme ensuite. En plus des jokers normaux. Ouais, c'est juste une fois, t'as le droit de dire je fais pas celle-là. D'accord, ok. Non mais je la finis du coup lorsque vous reposez. Oui, vous non mais pouvez, me donne pas cette chose. c'est vraiment dégueu. En fait, c'est tellement dégueu qu'une fois elle nous a dit non non les gars, je vais vous carry avec Dan, elle nous a sauvé un run. Mais c'est la seule fois où je l'ai vu utile. Sur toutes les reliques qu'on peut avoir, il y a tellement mieux que quand vous avez la trappe-rêve, c'est genre ah cool. Voilà. Heureusement qu'elle a pas d'effet négatif quoi. Le bol chantant, ça c'est bien parce que au bout d'un moment, très souvent à partir de la fin du deuxième donjon, vous avez beaucoup de. Pourquoi t'as sauté la carte? Pourquoi tu montes la suivante? Pardon. On s'en fout. C'est glissé, chef. Vous allez, une fois que votre deck est fini, en fait, vous allez refuser systématiquement les cartes. Et du coup, bah, vous avez 2 PV à chaque fois que vous le faites. Et du coup, cette relique, en général, bah, c'est un truc. En moyenne, je dirais qu'elle donne entre 14 et 18 PV minimum. Et c'est beaucoup. Sans compter les soins. Le bracelet Juju, les salles Jutsu. Les salles point d'interrogation, donc on a plus de monstres. Alors ça c'est cool. Ça a pas l'air au début, mais ça fait partie de ces cas, de ces reliques, où une fois que tu l'as, mais t'es tranquille.
t'es là, t'es pas bien, t'as pas beaucoup de PV, t'as un petit truc avec plein de petits points d'interrogation, tu fais ok j'y vais. Et du coup en plus ça va te donner vachement plus d'événements, et donc plus de chances d'avoir des reliques, de l'or, de soigner ses PV ou de faire des trucs. Donc en vrai quand vous l'avez assez tôt, ça a l'air dégueu au premier abord parce que ça donne pas des stats de combat, mais c'est vraiment très efficace à la fin. Le coffret, vous gagnez 30 d'or, vous avez 10% de chance supplémentaire de trouver un trésor dans les salles 1. C'est pas mauvais. C'est pas fou. C'est très très moyen, j'ai envie de dire. Quand ça vous donne un trésor de plus, vous êtes content, mais sinon de façon générale, c'est nul en fait. Plus j'y pense, plus c'est nul. Le crâne de Sneko, si vous jouez un build de poison, ça augmente votre chance de gagner de 50%. Si vous jouez pas un build de poison, ça va peut-être vous faire penser à jouer un build de poison. Donc c'est que pour le voleur, hein. Vous pouvez pas avoir plus de poison avec le Ironclad. Hein. Donc crâne de Sneko, c'est vraiment un truc quand t'as un build de poison et que tu tombes le crâne, t'es là genre oh oui, fais-moi mal, petit serpagnon. Alors que voilà, il est mort. Non, pardon. Fiole de sang, c'est une très très bonne relique, surtout parce que ça donne la possibilité d'échanger les frappes par des morsures. Gratuitement en fait, et les morsures sont vraiment supérieures aux frappes, et sinon soigner de 2 au début des combats. Quand t'es voleur c'est bien, quand t'es guerrier c'est un peu moins bien. La fleur joyeuse, à tous les 3 tours, gagner un de mana. Et bah c'est vachement bien, parce que c'est un des seuls trucs qui peut vous faire gagner du mana de manière assez régulière. Il y a des trucs vachement plus rares qui font gagner du mana de manière vachement moins régulière que la fleur. C'est tous les 3 tours, ça tombe, c'est un point de mana. Franchement, c'est souvent un de mes achats dans les boutiques, etc. Les fleurs joyeuses, c'est vraiment super fort. Le mana, c'est bien. Une fraise. La fraise, ça augmente vos PV max de 7. Bon, c'est la relique quand on vous la donne. Les PV sont de façon générale beaucoup plus forts en silencieuse qu'en guerrier. Donc quand vous l'avez sur la silencieuse, vous êtes content. Quand vous l'avez sur le guerrier, vous êtes neutre. C'est la moins bonne de celle qui donne des PV, donc c'est pas une très très bonne relique. L'art de la guerre, bah vous voyez vous voyez la fleur, bah c'est moins bien. En fait c'est vachement bien si vous avez un deck qui cycle de ouf. Il y a des combos débiles à base de cartes qui coûtent quasiment rien et de decks qui se cyclent à chaque fois que vous jouez une carte. Ce qui veut dire qu'en fait vous jouez une carte. Ah non, je dis des bêtises, c'est pas ça auquel je pensais. Non, c'est l'art de la guerre. C'est si vous jouez aucune attaque pendant votre tour, vous gagnez un mana supplémentaire, c'est quasiment jamais actif. Parce que bah, c'est un jeu quand même où il faut tuer les adversaires vite. Donc c'est pas bien. C'est pas très bien. Dans un build ultra défensif, bah vous allez pouvoir prévoir des tours. Mais il y a plein de decks, voleur Shiv c'est pas jouable. La plupart des decks Ironclad, souvent on a envie de taper et il y a des frappes qui donnent de l'armure, donc on va sûrement les faire. C'est vraiment pas ouf. La lanterne, bah, commencer tous les matchs à 4 de mana, c'est vraiment très très fort. C'est peut-être l'une des meilleures des ordinaires. Parce que le tour 1 est primordial dans ce jeu. C'est très important de bien commencer les games. Et souvent, c'est ça qui va set up la stratégie. Vu qu'au tour 1, en général, on a plus de choses à faire. Vu qu'on a les passifs à jouer. Et en plus de se défendre ou d'attaquer. Donc pour moi, c'est une des meilleures ordinaires. Ok. Le moulin à prière. Les coffres qui ne proviennent pas de boss contiennent aussi des cartes. Bah vous voyez la trappe rêve. Bah c'est pareil mais on a encore plus... Wouhou. Si dans les coffres t'as des cartes, allez, c'est pas grave, on fait pas de combat. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Surtout quand vous l'avez tard, vous êtes là, votre deck il est prêt. Alors ça vous donne plus de chances d'avoir un deck correct. Mais franchement, vous avez pas envie de ça quand vous voulez des trucs. Je la cale dans la catégorie attrape rêve. C'est genre... ah, bon, on est content d'être venu. Ah, on a mori. Alors, annule les 2 prochaines malédictions que vous recevez. C'est plutôt une bonne relique. Il y a
pas mal d'événements qui vous donnent des reliques en échange de malédiction ou qui vous donnent de sacrés bons bonus en échange de malédiction. Ça permet de les prendre sans trop vous faire avoir. Et au pire, ça vous économise pas mal d'argent parce que sinon, faut payer pour enlever les malédictions du deck. Alors, on a l'oreiller royal. Vous récupérez 15 PV supplémentaires lors du repos. C'est très correct. Je le trouve beaucoup plus correct en silencieuse qu'en soldat. Tout simplement parce que les soins dans les feux, c'est en fonction du nombre de PV max. Et du coup, ça soigne beaucoup plus fort pour le soldat. Ici, ça permet de soigner du flat. En plus, ça m'a sauvé des runs. Donc vraiment bien. Orichalque, c'est une très bonne relique dans tout build qui se veut 100% agressif. C'est une relique inutile dans les autres, donc ça dépend vraiment de votre deck. Voilà. Peinture de guerre, lorsque vous la ramassez, améliorez 2 compétences aléatoires. C'est cool. Oui, c'est sympa. Pierre aiguisé, bah, c'est la même version attaque, donc c'est cool aussi. Voilà. Pierre étrangement lisse, ça c'est vraiment le style de bonne relique commune. Gagner un point de stat comme ça, un point de dextérité, ça veut dire à chaque fois que vous faites une défense, vous prenez un point de dégâts en moins. C'est très très bien. C'est vraiment très très bien, ça fait partie des... Ça dépend en fonction de ce que vous avez du deck, si vous allez payer pour l'acheter ou pas. Mais quand vous la gagnez comme ça sur un mob ou quoi, vous êtes très très content, hein. C'est vraiment une bonne relique. Pointe de stylo, toutes les 10e attaques que vous jouez infligent le double de dégâts. Et ben, quand vous avez un deck qui repousse sur une carte maîtresse qui tape fort et que vous êtes capable de la caler en 10e attaque, cette relique casse des culs. Sinon, quand vous avez un deck un peu plus lisse au niveau des attaques, la relique est correcte. Sac de billes, au début de chaque combat, appliquer invulnérabilité sur tous les ennemis. C'est vachement bien quand vous jouez par exemple Rogue et que vous avez des backstabs. Oh oui, Rogue, voleur, silencieuse, c'est Silent, maintenant il a tous les noms possibles et inimaginables. Non, vraiment, si vous avez beaucoup d'attaques dès le début, notamment des reliques qu'on va voir après qui donnent beaucoup de burst, c'est vraiment cool. Et ça a aussi l'avantage que ça peut, sur certains ennemis, enlever un artefact. Sur tous les ennemis un peu robotiques et qui ont des artefacts qui vont gêner. Notamment quand vous jouez un build de poison, bah ici ça en enlève un et c'est toujours très correct. Le sac de préparation, au début de chaque combat, piocher 2 cartes supplémentaires. Bah, vous vous rappelez quand on disait que la relique voleur elle était pas top, bah voilà, c'est pour ça qu'il y a une relique ordinaire qui a exactement le même texte. La relique est correcte. Elle est pas folle, mais elle est correcte. C'est pratique. Piocher des cartes, c'est jamais mauvais dans ce jeu en fait, donc c'est pratique. Après, les deux classes sont de très bonnes cartes pour piocher, donc en fait c'est une relique qui perd de l'importance au fur et à mesure qu'on avance. Le service atlantique, outre le fait que le service atlantique ressemble totalement à un destroyer quand on joue à la bataille navale, il donne plus de mana après qu'on soit passé sur un site de repos. Ce qui veut dire que notamment sur les boss, vous commencez avec minimum, si vous avez juste le service AT, 5 de mana. Ce qui permet notamment au build avec des gros trucs, beaucoup de pouvoirs comme le rock pouvoir ou beaucoup de trucs de la force, des trucs qui coûtent 3, etc. De faire vraiment des tours tranquillou où on peut faire tout ce qu'on veut et un peu plus. Donc ça c'est vraiment une très 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 bonne relique, je pense qu'avec l'encre et Sneko, ça doit faire partie du top des reliques ordinaires. Oui. Vajra, au début de chaque combat, vous gagnez 1 point de force. C'est très bien en guerrier, c'est très bien dans le deck lame lourde, et en voleur, c'est très bien dans le deck surin. Voilà, c'est situationnel comme relique, mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Et écaille en bronze, ça a l'air vachement cool parce que certains mobs ça les défonce. Par exemple, les piafs au début du deuxième donjon qui frappent 6 fois. Bah, vous les regardez, vous faites bah ouais, bah écoute, crève. Mais plus ça va, moins ça devient fort. Les 3 dégâts vont pas changer énormément de choses et sur les boss de fin,
Vous auriez préféré avoir un Sneeko, vous auriez préféré avoir une lanterne, avoir une pierre étrangement lisse que d'avoir eu une écaille en bronze. Mais pour les débuts de donjon, c'est très utile. On passe aux inhabituels. Alors, les inhabituels. Lorsque vous recevez une malédiction, augmentez vos PV de 6. Honnêtement, je comprends pas pourquoi elle est inhabituelle. Je préfère la Onamori en fait qu'on a présenté au-dessus. Je préfère annuler les malédictions, gagner 6 PV. Les malédictions sont vraiment pas bien. Alors en fait, ça fait juste mieux passer la pilule, mais cette relique est vraiment pas bien à mes yeux. Ouais. L'argile auto-performante, quand vous perdez des PV en combat, gagnez 3 d'armure au prochain tour. Ça fait sa petite défense quand les ennemis tapent beaucoup. Ça peut être combo avec certaines cartes qui vous font des dégâts. Par exemple, voilà, la carte qui dit vous perdez un point de vie et vous piochez une carte de plus. Bah maintenant, si vous perdez un point de vie, mais ce point de vie il vaut 3 d'armure. Donc peut-être que sur certains combats, en fait, ce point de vie, en fait, il vous sauve 2 points de vie. Donc ça peut ouvrir à des combos, mais c'est pas non plus starbé en fait. Comme ça m'a jamais particulièrement impressionné comme relique. Alors, bandage rugueux. Donc c'est limité au voleur. Lorsque vous défaussez une carte pendant votre tour, gagnez 3 d'armure. Le voleur aime la défense. Après, la mécanique de défausse, c'est pas non plus la plus facile à mettre en place, parce que c'est quand même ciblé sur un deck. Donc la relique, en fait, quand on la lit, on se dit ouais, elle est bien pour le voleur, et ensuite, quand on se rend compte ce qu'il faut pour défausser, la relique est un peu moins bien. Donc, en fait, on peut pas faire le build en se disant qu'on va peut-être l'avoir, donc il faut attendre de l'avoir pour ensuite faire le build dessus, ce qui rend la relique très aléatoire, et à moins que ce soit la première relique qu'on loot, elle sert pas à grand chose, pour être honnête. Bougie bleue. Vous pouvez jouer vos malédictions et ça vous fait perdre un point de vie. Mais ça les retire du jeu. Ça vaut pas Onamori, mais quand vous avez rien de mieux, c'est ok. Mais c'est vraiment quand on voit tout le niveau de certaines des trucs inhabituels. Quand vous touchez une bougie bleue, votre vie, c'est un peu de la merde quand même. Hein. Un petit peu. Alors, la boîte à outils. Au début de chaque combat, ajoutez une carte incolore aléatoire à votre main. Ça dépend de ce que vous avez. Cette relique est bien quand ça vous donne apothéose ou des cartes de ce genre. La relique est pas bien quand ça vous donne une mauvaise carte. De façon générale, cette relique est pas folle. On n'est pas particulièrement content de l'avoir. Le corps de Diablotin, lorsqu'un ennemi meurt, gagner un mana et piocher une carte, c'est totalement pété sur les mobs. C'est totalement pété sur certains boss. C'est totalement pas pété sur le time meter. Forcément, dès que les boss sont tout seuls, c'est pas pété. Dès que les élites sont tout seuls, c'est pas pété, oui, mais la plupart des combats, malgré tout, ont plusieurs cibles. Notamment, rien que sur le deuxième donjon, sur le deuxième donjon, vous avez un élite qui est un invocateur, un boss qui est un invocateur, un autre boss qui a des ZAD. Le corps de Diablotin, ça va totalement vous carry sur ces mobs là parce que vous pouvez vous permettre d'aller chercher les merdes avant de taper le gros. Donc vraiment, ça c'est vraiment fort. Le coupe-papier. Chaque fois que je joue 3 cartes compétences en un tour, infligez 5 dégâts à tous les ennemis. C'est le genre de relique à laquelle on fait pas spécialement attention, pour être honnête. Quand on peut le déclencher, on le déclenche, mais on build rien autour en fait. Elle est là, elle est pas là, elle est pas là, c'est pas... Le Dokenika, je peux pas le... Joker, je peux pas le prononcer. Dodécaètre runique. Non mais Joker, vas-y fais-le. On change le rythme. Et du coup il est mort. Ah bah pardon. Ah tu fais le changement, pardon. Oui je fais le changement, Oui, parce que là le... Si vous avez tous vos PV, gagnez un mana au début de chaque tour. Du coup, est-ce que c'est limité au guerrier ou pas? Parce qu'il est pas entouré de rouge. Non, c'est pas limité au guerrier. Et pourquoi c'est le mana du guerrier alors qu'il est représenté? Parce que sur tous les trucs représentés, c'est le mana du guerrier qui est représenté, regarde. D'accord. C'est parce que c'est comme ça dans le truc.
c'est dur d'avoir tout son mana en fait, tous ses PV au début, c'est très très dur de l'avoir, mais quand on l'a, quand on a tous ses PV, c'est une putain de bonne relique parce qu'on a un mana sans aucun drawback. Quand on les a pas, la relique n'existe pas, donc ça ne sert à rien. Voilà, mais c'est tellement dur que honnêtement c'est bizarre. Ok, la flamme embouteillée, quand vous prenez la flamme, vous choisissez une carte d'attaque et au début de chaque combat, cette carte se trouve dans votre main. C'est vachement ok avec pas mal de cartes, pas forcément avec les cartes avec le build de force, mais et pas forcément, pas souvent en voleur. Mais par exemple, quand vous jouez, je me rappelle plus la carte là qui gagne 8 à chaque fois que vous la jouez, euh, ou celle où qu'on peut améliorer autant de fois qu'on veut, ou Perfect Strike. C'est très sympa de l'avoir directement en fait. Sur les grosses cartes à 2 du guerrier, 3 des grosses frappes à part la frappe lourde en fait. C'est vraiment correct, c'est vraiment une bonne relique la flamme embouteillée. Oui. Et la foudre embouteillée, c'est la même chose version compétence. C'est fort en fait de pouvoir de savoir quelle carte on va avoir dès le début du match. Ça permet de construire des stratégies autour de certaines choses. C'est solide, ça fait plaisir. En fait, c'est des reliques. Plus tard, on les a, mieux c'est parce que on a plus de choix, mais on crache jamais dessus quand on les loot. Alors là, je renouille en papier. Alors je sais pas si c'est vraiment une envie de la traduction ou si c'est juste qu'ils connaissent pas les G. Les dégâts subis par les ennemis sous vulnérabilité augmentent de 75% au lieu de 50%. Franchement, ça c'est le truc qui donne envie de jouer son heure. Parce que du coup, vous mettez des croûtes dans les adversaires. C'est voilà, il y a plein de cartes où on marque vulnérabilité. On veut pas les jouer. Mais si on a la grenouille en papier, on va les jouer. Parce que les dégâts gagnés en fait deviennent tellement énormes que voilà quoi, ça devient vraiment une condition de victoire en fait, de rendre les ennemis vulnérables. La grue, donc la grue. Les dégâts infligés sous faiblesse sont réduits de 50% ou de 25%. C'est le même principe, sauf que la grenouille c'est pour être agressif, la grue c'est pour être défensif. Dans tous les builds qui sont là pour le temps, en fait, dans les builds poison où on essaie de gagner du temps, dans les builds sur où en fait on tient en rendant l'ennemi faible sur les premiers tours, c'est fort, ils sont très très forts. De toute façon, les reliques de classe en général ont tendance à être très fortes. Le kunai, chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, gagnez un dextérité. Ça peut donner un build défensif tout seul à notre ami le voleur. Voilà, vous avez des surins, vous avez un kunai, vous pouvez monter à 10, 12, 13, 15, 20 de dextérité et dire aux boss de fin qu'ils ne vous feront jamais de dégâts. C'est beaucoup plus dur à jouer en guerrier. C'est en voleur, c'est pété, kunai. En guerrier, c'est beaucoup plus dur. Et puis en guerrier, dextérité est moins fort aussi. Ouais. Le coursier, le marchand n'est plus jamais à court de cartes, reliques ou potions. C'est cool, mais bon, déjà, faudrait avoir de quoi acheter ce qu'il y a déjà en boutique. C'est une des pires, clairement une des pires. Ah, Joker. Ah, vas-y, Joker, Quand on a fait un run avec toi, on a failli être carré rien que par ça. Et ça est arrivé, on avait fait un run où on avait été carré, où on est arrivé chez un vendeur avec 800 gold et on avait acheté plein de trucs. C'est ultra situationnel, mais des fois ça gagne tout seul en fait. Ça gagne pas tout seul, c'est que en fait vu que j'avais ça, j'avais pris masse gold et j'avais pris masse risque également, mais t'as pas besoin de ça pour que ton run se passe bien. Cette relique là en fait, comme elle te bouffe la place d'une relique, elle te met dans une situation où t'es obligé de prendre des risques pour ensuite acheter des reliques chez le marchand. Si on te donne une autre relique, cette situation n'est jamais créée, donc pour moi c'est une mauvaise relique. Non mais d'accord. Main momifiée, lorsque vous jouez un pouvoir, le coût de carte aléatoire de votre main passe à 0 pour le reste du tour. C'est vachement bien quand vous avez plein de pouvoirs. Les pouvoirs, c'est vraiment un type de carte les plus fortes parce que c'est des effets qui restent en fait. Tous les autres cartes, c'est des effets sur le tour. Les pouvoirs, ça reste. Main momifiée, c'est vraiment pété parce que vous pouvez jouer des cartes qui coûtent 1 et mettre des cartes qui coûtent 2 ou 3 à 0. Ça arrive régulièrement.
Donc déjà les pouvoirs c'est bien, si vous en avez quelques-uns à modifier c'est cool et ça motive à en jouer d'autres. Il y a des pouvoirs qu'on joue pas d'habitude, si on a main modifié peut-être qu'on y pense. Oui. Le masque souriant. Le coût du service de retrait de cartes du marchand passe à 50 d'or. Bah, c'est gentil, ça servira sûrement, mais encore une fois, ça prend une place de relique et ça fait chier. Mais bon, c'est correct. Ça va probablement vous économiser 75 d'or sur la totalité du run. Matryoshka, si c'est avant le deuxième coffre, c'est cool. Si c'est après le deuxième coffre, c'est un petit peu de la merde. Bah en fait, si c'est après le deuxième coffre, t'as intérêt à prendre énormément de points d'interrogation et essayer d'en looter un autre. Ah, c'est ça, c'est parce que voilà, si vous faites qu'un coffre, en fait, bah c'est juste une opération nulle. Et si vous faites 2 coffres, bah vous gagnez une relique. Voilà, c'est en fait vous perdez une relique pour qu'elle soit remboursée au bout d'un certain temps. C'est un investissement. C'est un investissement. Os sa viande, si vos PV sont inférieurs à 50% à la fin du combat, récupérez 12 PV. C'est très très bon en silencieuse. Tout ce qui est PV est bon en silencieuse. En guerrier, ça permet d'être très très rarement sous les 50% ou de pouvoir jouer un petit peu avec la corde raid, d'arriver sur les combats juste au-dessus des 50% et de repartir avec plus de PV que prévu en fait. Ouais, pantographe, 25 PV quand vous commencez le boss, c'est vachement bien parce qu'en général ça vous permet d'améliorer une carte au dernier feu. Souvent vous pouvez vous dire bah ok, bah de toute façon les 25 PV que j'avais prévu de me soigner en arrivant devant le boss pour pouvoir le faire full, bah c'est pas grave, j'ai mon pantographe, ça va le faire, et du coup bah hop, j'améliore une carte. C'est quand même pété. Mais du coup, si vous l'avez avant le premier boss, vous pouvez théoriquement en améliorer 3. Ce qui fait que c'est mieux que les 2 reliques qui en amélioraient 2 qu'on a vu au-dessus. Ouais. Voilà. Je voulais tomber sur celle-là parce que celle-là, il n'y a rien à dire. En fait, vous la lisez, vous comprenez. Commencez chaque combat avec 3 sur 1 en main, parce qu'il y a besoin d'expliquer où est-ce que ça va et dans quelles conditions c'est utilisable. Mais 12 active ton kunai. Voilà. La poire, vous voyez la fraise de tout à l'heure? C'est pareil, plus 3 PV. Voilà. Au début de votre tour, infligez 3 à tous les ennemis. C'est bien. Dans les builds très défensifs, c'est capable de mettre 15 ou 18. C'est ok, honnêtement. C'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, c'est correct. Shuriken, la version agressive. C'est-à-dire qu'avec kunai, vous allez mettre du temps pour tuer votre adversaire, mais lui, vous tuera jamais. Avec ça, bah vous faites la course parce qu'il va vous faire des dégâts hein, si vous faites 3 attaques par tour. Mais par contre, vous allez pas mettre beaucoup de temps à lui faire très très mal. Voilà. T'en as embouteillé, bon bah c'était les 2 bouteilles avec la version pouvoir. Je pense que c'est la meilleure des 3 parce qu'en général les pouvoirs bah, c'est très très intéressant de les avoir tour 1 puisque c'est des passifs qui vont durer toute la game. Donc c'est la meilleure des 3 bouteilles, sachant que les bouteilles font déjà partie des meilleures reliques, c'est une des meilleures reliques. Le puzzle du Millennium, vous piocher 3 cartes la première fois que vous prenez des dégâts. Piocher des cartes c'est cool, prendre des dégâts c'est pas cool. Ça fait des offrandes qui piochent 7, c'est rigolo. Mais voilà, les offrandes ça pioche beaucoup donc c'est bien. L'éventail décoratif. Chaque fois que vous jouez 3 attaques en un tour, gagnez 4 d'armure. C'est un mauvais kunai. C'est un mauvais kunai. Voilà, c'est un mauvais kunai. On crache pas sur 4 d'armure, etc. Mais en général, la dextérité que va donner le kunai fera beaucoup plus que 4 d'armure par combat. Le premier œuf, le fort fusion, vos attaques sont améliorées. C'est vachement fort quand vous jouez un build strike, par exemple. Sinon, voilà. Pour chaque build, son œuf préféré. Celui-ci, c'est l'œuf préféré des builds de strike. Une carte pouvoir, elle est améliorée. Bah, même chose, je pense que c'est peut-être le meilleur parce que bah, les pouvoirs, on les joue une seule fois. Donc, bah, quand le pouvoir est amélioré et qu'on l'a en début de match, ça fait souvent d'excellentes cartes qui ont un gros impact sur la game. Et c'est souvent les cartes qui sont au cœur du deck. Donc, bah, on est très content d'améliorer nos pouvoirs. Voilà. Et du coup, l'œuf toxique, c'est lui qui améliore les compétences. Moi, pour le coup, je pense que si il est peut-être un peu... Non, ça dépend. Je pense que sur certains decks, il est mieux que les 2 autres, tout simplement parce que il y a certaines compétences qui sont pétées quand elles sont améliorées, notamment en silencieux. On a les KP épées qui sont totalement starbées, améliorées.
On a les danses des lames totalement starbées améliorées. On a le truc qui double la prochaine compétence jouée qui est folle. On a Catalyse qui est totalement starbé. On a plein de trucs comme ça qui sont fous améliorés. Donc en silencieux c'est ok. C'est vrai, il y a vraiment plein de trucs fous. Un peu moins en Ironclad. Alors, la branche morte, et ben voilà, vous jouez soldat, vous avez corruption, vous jouez ça. Sinon, c'est assez bizarre en fait, parce que si vous avez pas un deck qui est build dessus, des fois ça vous rajoute des cartes et du coup ça augmente votre pioche et ça baisse la synergie du deck. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une mauvaise relique en dehors du build corruption. Les chiffres, ça peut tuer un run. Cadence solaire, tous les 3 mélanges de deck et gagner de mana. Voilà, vous avez vu avant, on avait un truc tous les 3 tours. Là, faut que les decks se mélangent X millions de fois pour gagner 2 de mana. C'est le bordel. Si votre deck fait pas 2 cartes et vous avez pas un combo à la con, c'est tellement long et c'est tellement rare que des fois vous allez même pas vous en rendre compte en fait. Vous allez faire genre ah tiens j'avais du mana en plus. Donc vraiment quand vous chopez ça en relique rare. Calumet de la paix, vous pouvez désormais retirer des cartes de votre deck au feu de camp. Ça c'est intéressant parce que en toute fin de run, retirer des cartes ça permet de faire de vraiment terminer le deck. Et quand vous avez vraiment eu un bon run, bah, vous n'avez pas besoin de vous soigner, vous n'avez pas forcément besoin d'améliorer des trucs. Ça donne une option de plus, mais c'est pas la relique de l'année non plus quoi. C'est pratique, on va dire. Le ceinturon de champion, lorsque vous appliquez vulnérabilité, appliquez aussi arme de faiblesse. Ouais, c'est pas ouf. Parce que déjà, ben, on l'a dit, vulnérabilité, il y a plein de trucs, à part si vous avez la grue, vous n'allez pas les jouer. Mais c'est pas parce que ça applique de la faiblesse que vous allez le faire non plus. Et il y en a pas, d'assez bien, ou à part un truc qui met les deux de base en fait, c'est la base. Donc à part en combo avec cette relique là, les sacs de billes, où du coup bah dès le début ils sont faibles et vulnérables, ceinture de champion montre moyen. Ah les cendres de Charon. Voilà, on s'excuse déjà. Il avait rien fait le pauvre. Lorsque vous épuisez une carte, infligez 3 dégâts à tous les ennemis. Et ben, dans un build Shiv, ce serait complètement pété. C'est probablement pour ça qu'elle est réservée aux soldats. Du coup, en soldat, c'est pas le feu. C'est utile dans certains cas très précis. Mais c'est vraiment. En fait, le problème, c'est que ça demande énormément de synergie. Donc, c'est un peu compliqué quand même pour que la carte soit pour que la relique soit vraiment efficace. Vous allez pas mettre très souvent 3 à moins d'avoir vraiment un run qui va uniquement dans ce sens-là, quoi. Le compas au début de votre tour, perdez 15 d'armure au lieu de tout perdre. On a beau essayer de le faire marcher pour se dire que c'est presque comme une barricade, en un peu moins bien, non, ça rend beaucoup moins bien. Et au pire, des fois, vous garderez 3 ou 4 d'armure. C'est vraiment un attrape-couillon. De loin, ça a l'air cool, mais en vrai, c'est abyssal. Ça ne se passe jamais. Quand vos PV sont inférieurs à 50%, vous avez 3 de force supplémentaires. Ben, en soldat, c'est assez souvent en fait. Parce que sur les builds lames lourdes, vous allez négliger un petit peu la défense. Et du coup, 3 de force, on crache pas dessus. Ça permet vraiment de faire du farm sur les petits mobs à la fin. Où tu vas vraiment one-shot beaucoup de choses. Et du coup, tu gagnes des PV au final. En fait, le crâne rouge, ce qui est bien, c'est qu'avec le bon build, quand tu passes sous les 50%, tu tapes tellement fort que ta relique de base te rend des PV. Donc tu remontes au-dessus. Et du coup, tu fais un petit équilibrage comme ça. Crème glacée, conservez désormais votre énergie entre chaque tour, c'est une des reliques les plus pétées du jeu à mon humble avis. Ça vous permet... Joker. Ah. C'est bon. C'est tout? Oui. Ça t'a juste jokeré pour dire que c'est bon la glace? Oui. C'est important. Ok. Non mais voilà. En gros, dès que vous avez un tour un peu mort, ou un tour où l'adversaire se buff et où vous avez pioché vos défenses, ça arrive tout le temps, ça veut dire que vous allez quasiment plus jamais manquer de mana. Ça veut dire que quand vous jouez des cartes qui vous donnent du mana et qui s'épuisent, vous pouvez les faire directement, parce que de toute façon ce mana il sera là toujours. C'est vraiment super.
C'est vraiment super, il y a des decks qui combotent à base de ça. Le seul moyen de faire marcher la carte brochette, c'est avec crème glacée. Et brochette à la crème glacée, c'est un peu bizarre. Ok. Filet aiguille. Au début de chaque combat, gagner 5 d'armure plaquée. C'est probablement une des préférées de Volvi. Ça donne 5 d'armure par tour. Et tant qu'on vous touche pas les PV, ça continue. C'est de l'armure gratuite. Il n'y a aucun deck qui refuse de l'armure gratuite en fait. Tout simplement. Donc c'est très bien. Fleur magique, 50% de soin en plus. Ça veut dire que votre relique elle soigne de 9 au lieu de soigner de 6. Et que vous soignez un peu plus si vous avez Reaper. Il n'y a pas énormément de soins pendant le combat, donc en vrai c'est très 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 moyen. Parmi les rares, c'est vraiment pas une des mieux. Le gingembre. Les ennemis ne peuvent plus vous affaiblir. C'est pas mal en vrai parce que il y a beaucoup de builds, voilà, dans les builds sur 1, dans les builds de gros dégâts en soldats, c'est vraiment chiant et ça rajoute vraiment plusieurs tours, notamment sur les combats de boss ou les choses comme ça peut aller jusqu'à rajouter 3-4 tours au combat, c'est beaucoup, donc à ne pas sous-estimer. C'est pas la meilleure, mais à ne pas sous-estimer. Jiria, vous pouvez gagner de la force au feu de camp 3 fois. Ça fait rien tant que vous n'avez pas fait un feu et que ce feu vous ne l'avez ni utilisé pour améliorer, ni utilisé pour soigner. C'est une carte qui en fait à la base a l'air ultra 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 forte. Une relique. Et à force de jouer on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup moins bien que ce qu'on pense en fait. C'est très dur de sacrifier 3 Voilà, forces. c'est ultra dur à faire 3 fois la fonte. Donc voilà. Le jeton, et ben voilà, vous pouvez mulligan. Exactement comme à Hearthstone, vous pouvez mulligan. Donc c'est cool. Au bout d'un moment dans le donjon, vous avez forcément un deck où vous voulez commencer avec certaines cartes. Pour peu que vous soyez en silencieux et du coup vous pochez 2 cartes par tour, enfin 2 cartes de plus au début du match, c'est très 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 facile d'avoir des mains quasi parfaites à chaque fois, ou en tout cas avec les cartes les plus importantes. Donc très bonne relique en fin, extrêmement bonne en silencieuse. La mangue, vous vous rappelez la fraise? Faut rappeler la poire. Vous vous rappelez la poire? Bah c'est la fraise et la poire, voilà. En mieux. Celle-ci elle met 14, c'est vraiment en vrai 14 ça commence à faire beaucoup de HP, c'est vraiment bien. Mais voilà, c'est pas grand chose de plus. Chaque feu peut devenir un coffre avec une relique dedans. Donc à partir du moment où vous pouvez creuser 2 fois, la pelle est rentable. À partir du moment où vous creusez une fois, c'est égal. Et si vous creusez pas du tout, vous vous êtes fait niquer une relique. Voilà. La poupée de vous. Pour chaque malédiction dans votre deck, commencez chaque combat avec 1 de force. En gros, ça donne 1 de force. Parce que si vous avez plus d'une malédiction, votre deck il devient dégueulasse. Et c'est pas cool. Pour avoir essayé de faire des trucs avec des poupées de vous et d'être en mode vas-y, j'ai 3 trucs, je suis un fou, YOLO. Ouais, non, ça marche pas, les gars. C'est ok, mais sans plus. Tinksha, lorsque vous défaussez des cartes pendant votre tour, et Volvi s'en est allé, donc je ne vois plus la relique. Infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire pour chaque carte défaussée. C'est trop compliqué pour faire ce que ça fait, sinon. Voilà. Volvi tatoué. Le Tori, lorsque vous êtes sur le point de subir 5 dégâts au moins, suite à des attaques non bloquées, réduisez-les à 1. C'est ultra value. C'est vraiment une des meilleures reliques, je trouve, du jeu. C'est probable. Pour moi, c'est probablement la meilleure relique du jeu. Ça permet de faire tellement de choses, surtout quand vous avez le combo ultime, c'est Tori plus Gru. Parce que dès que les attaques sont multipliées, vous pouvez être sûr que les attaques elles vont faire que dalle et que vous allez prendre des gros coups de 1-1-1-1 et ça c'est pété et c'est vraiment starbé. Il y a des runs, le fait de pouvoir prendre 1 à chaque fois au lieu de prendre 3, au lieu de prendre 4, au lieu de prendre 5, quand l'adversaire il va taper 5 fois à 5 et vous allez faire 1-1-1-1, ça vous économisez tellement de HP.
Au final, vous pouvez faire un élite de plus, 2 élites de plus, rien que parce que vous avez le Tori. Du coup, le Tori il vous a fait gagner juste une ou deux reliques de plus. Et les reliques de plus vous font gagner de. Tori, c'est fou. Tori, c'est fou. Alors, la toupie perpétuelle. Dans les trois quarts des decks normaux, cette relique ne sert à rien, puisque en général, quand vous avez plus de cartes en main, vous avez également plus de mana. Si vous arrivez à faire un deck avec que des cartes à 0 mana, vous avez des OTK. Sinon, la relique est bof. Voilà. Lui en a tête d'oiseau, lorsque vous jouez un pouvoir, récupérez 2 PV. Voilà, ça va avec la main, si vous avez plein de pouvoirs. En vrai, en silencieux, c'est totalement ok. Si vous avez un deck, un des archétypes, c'est pouvoir stack, où vous allez mettre plein de pouvoirs bien, comme les pouvoirs qui vous donnent des chives, les trucs qui améliorent vos chives, les Noxious, les trucs qui vont mettre des dégâts, enfin, les trucs innés. Donc, sur une classe qui de base n'a pas de soin à l'intérieur inné, qui n'a pas de relique qui va la soigner de base, bah vous allez faire 2-3 pouvoirs et ça va vous faire à peu près une relique du Ironclad. Donc il y en a tête d'oiseau, c'est ok, vraiment, en silencieuse, beaucoup moins bien en Ironclad. La vieille pièce, gagner 300 pièces d'or. Bah, souvent, chez le vendeur, 300 pièces d'or, vous pouvez acheter quasiment n'importe quelle relique, ou 2 reliques moyennes. Du coup, en général, c'est value. Vous pouvez voir votre pioche dans l'ordre, c'est pété. C'est pété, ça permet de jouer certaines cartes. Si vous avez regardé nos reviews des cartes, vous savez lesquelles. Ça permet de prévoir beaucoup plus ses tours. C'est vraiment une relique. Au début, on fait genre ouais, ça impacte pas. Et au final, le fait de pouvoir de plus gamble, se dire ok, peut-être que je vais pouvoir le tuer le prochain tour. On peut regarder son deck et dire ok, je vais le tuer le prochain tour. Ou alors ok, je peux pas tuer le prochain tour, mais je peux parer 2 fois. Donc en réalité, cette relique va vous économiser énormément de PV. Allez, relique des boss. Alors, relique des boss, Astrolabe, pardon. Lorsque vous le Astroblade, ce serait classe. Genre, ça fait un truc genre Albator, tu sais. Choisissez et transformez 3 cartes, puis améliorez-les. Bon, ben voilà, vous avez 3 cartes améliorées random. En général, vous la prendrez que quand les 2 autres sont dégueulasses. Ouais. La boîte de Pandore. Transformez toutes vos frappes et défenses. En général, ça donne plein de trucs nawak. La seule bonne boîte de Pandore que j'ai eu dans ma vie, c'est en remplaçant la relique la relique de chasseur. La relique de la silencieuse. Et du coup, ça m'a mis plein de trucs cool dans le deck avec la boîte de Pandore. Mais c'est... le problème en fait, c'est que des fois, ça peut vous enlever toutes vos défenses. Et vous n'avez plus aucune défense. Et vous allez vous faire tuer sur le donjon d'après. Carte d'interrogation. Lorsque vous recevez une carte comme récompense, choisissez parmi 4 au lieu de 3. Quand vous avez un deck extrêmement synergique et que vous jugez que certaines cartes ont plus de valeur que les reliques, vous prenez ça. Sinon, ce sera souvent un choix par défaut quand les 2 autres ne servent à rien. Cloche d'appel, 3 malédictions et 3 reliques. Si vous n'avez pas des trucs pour enlever les malédictions, les 3 reliques, ça peut être des trucs vraiment pourraves. Et les malédictions, elles peuvent tellement vous faire du mal, je ne la conseille quasiment jamais. C'est toujours une mauvaise idée. Clé maudite, gagnez 1 mana au début de chaque tour. Lorsque vous ouvrez un coffre, recevez une malédiction. C'est dans la série de celles qui donnent du mana, donc celles qui donnent du mana font partie des meilleures. Les malédictions, c'est pas les mieux, mais c'est très très loin d'être les pires. Ça fait partie des reliques qu'on prend sans trop de regrets contre un boss. Le cube runique, quand vous perdez des PV, piochez une carte. Je pense que je l'ai jamais pris. Parce que quand tu perds des PV, tu pioches une carte, ça t'améliore un peu le truc, mais les autres effets sont souvent tellement forts. C'est sous peine de mieux, c'est ok, mais tout ce qui donne du mana c'est mieux. Tout ce qui permet d'avoir plus de reliques c'est mieux. Tout ce qui permet de se soigner plus c'est mieux. Enfin, il y a tellement de choses mieux dans cette catégorie-là que c'est rarement le cube runique. Dôme runique, gagnez un mana au début de chaque tour, vous ne pouvez plus voir les intentions des ennemis. Quand on la voit, on se dit oh ça va, il n'y a pas trop de drawback. Bah essayez une fois, vous allez vous faire défoncer la gueule. Oh, voilà, j'ai fait un run avec que j'ai gagné. Mais, ouais, et t'en as fait combien que t'as perdu?
Bah, mais non, bah, pour l'instant j'ai fait qu'un run avec. Mais Alors, ne mens pas, parce que la première fois qu'on a joué ensemble et qu'on a vu cette carte, tu m'as dit ah j'ai voulu essayer pour rigoler, bah je me suis fait défoncer par un ah oui, c'est normal. vrai, il y a très très longtemps, mais je veux dire Ne me mens pas, ne me mens pas, Vol. Non de mais run les gens ont le droit de d'ascension. savoir. Non, mais tu t'es fait défoncer par un normal, c'est tout. Ouais, jouer sans les intentions, c'est vraiment très 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 dur. Après, si vous avez un deck qui va tout droit et qui de toute façon s'en fout complètement de ce que font les mecs, genre un soldat lame lourde ou quoi, vous pouvez essayer. Mais sinon, ne pas voir les intentions, c'est quand même quelque chose de très très handicapant. Mais c'est totalement ok pour le speedrun par contre. Oui. Voilà. Ectoplasme, gagner un mana au début de chaque tour, vous ne pouvez plus gagner d'or. Sur le deuxième boss, c'est full prix. Sur le premier boss, ça se réfléchit. Je sais que Den le prend pas parce qu'il aime bien gagner de l'or. Moi, je value le mana de ouf. Ça dépend si j'ai beaucoup de mana et que je peux aller une fois dépenser. Je pense que je le prendrai toujours. Après, ça se réfléchit. Mais un mana, c'est bien. Et contrairement à d'autres trucs, il n'y a pas de malus énorme si ce n'est que pas gagner d'or en fait. Et pas gagner d'or, c'est pas non plus. C'est moins terrible que filer de la force ou des choses comme ça. Ou plus pouvoir jouer trop de cartes. Le spécimen, lorsqu'un ennemi meurt, son poison est transféré à un ennemi aléatoire. Bah, si vous avez un build poison, vous le prenez. Si vous n'avez pas de build poison, vous le prenez pas. C'est beau. Maisonnette. Obtenez une potion, gagnez 30 d'or, augmentez vos PV de max de 5, obtenez une carte améliorée, une carte aléatoire. Vous voyez boîte de Pandore et cloche d'appel, si vous avez ces deux-là et que vous n'avez pas envie de les prendre parce que vous n'avez pas envie de niquer votre run et qu'il y a une maison, vous allez prendre la maison. Voilà. Ça fait partie de ces reliques où elles peuvent pas vous casser le run mais elles vont pas vous le gagner non plus, alors vous allez la prendre parce que ça fait un peu de trucs de partout. Voilà. Ouais. Gagnez un mana au début de chaque tour, commencez chaque combat avec 2 plaies dans votre pioche. C'est probablement une des plus ok qui fait gagner du mana. Ça fait partie de celles que quand on les voit, on la prend sans trop de regrets. Ouais. Si on a la carte évolution qui fait piocher avec les plaies, en plus celle-ci n'a absolument aucun de roback. Pierre philosophale, donc c'est gagner un mana. Tous les ennemis commencent avec 2 de force. Alors celle-ci par contre, c'est... moi je la conseille pas, jamais. Jamais, jamais. 2 de force c'est trop. 2 de force c'est trop. C'est trop parce que sur les premiers tours vous allez prendre des coups. Ça veut dire que sur chaque attaque, à partir du moment où vous la prenez, il va y avoir 2 dégâts de plus. Genre vous tombez sur des piafs. Tous les piafs ils tapent à 3 x 5. Vous pouvez vous faire... Allez. Non, c'est trop dur. Choisissez et ajoutez 5 cartes à votre deck. Bah même chose, si vous êtes un peu comme moi et que vous donnez plus de valeur au deck qu'à la puissance des reliques, c'est une très bonne relique. Sinon, en général, ce sera un peu un choix par défaut. La plume, pour chaque lot de 5 cartes dans votre deck, récupérez 2 PV lorsque vous accédez à un feu de camp. C'est un peu dégueulasse, franchement. Parce que Ça mérite tellement pas d'être une relique de boss. ça veut dire que si votre deck il fait 20 cartes en moyenne, vous allez prendre 8 PV. Youpi. Waouh! La pyramide runique. À la fin de votre tour, votre main n'est plus défaussée, piochez une carte en moins à chaque tour. Sinon, c'est à moi. Ah oui, c'est vrai. Mais je te l'ai lu. Je vois pas à quoi ça sert en fait. J'ai jamais essayé. Peut-être que j'ai jamais eu un deck qui m'a fait dire que c'était bien, mais j'ai jamais vu l'intérêt de la prendre. Pour l'anecdote, je l'ai pris au début parce que j'ai trouvé que c'était vachement bien, mais en fait... C'est vachement pas bien. que de lézards, hein. Quand vous allez mourir, vous mourrez pas et vous remettez avec 50% de vos PV, c'est pété. En vrai, j'ai des runs que je pouvais pas gagner autrement qu'avec cette relique, notamment mon ascension 14 avec la silencieuse, où le boss m'a tué. Mais j'avais ma queue de lézard et j'ai pu gagner pile au bon moment. C'est pas dégueulasse du tout. Ça vaut pas un mana. Mais quand votre deck est un peu faible en défense mais très très fort en attaque, ça peut vous donner le temps de finir votre burst sur le boss de fin. Gagner un mana, vous ne pouvez pas jouer plus de 6 cartes par tour. C'est le meilleur si vous avez pas un deck qui joue beaucoup de cartes. C'est voilà. Si vous avez un deck qui ne joue pas 6 cartes par tour de base, c'est le meilleur. C'est une relique qui dit gagner un mana. Par contre, si vous êtes un voleur sur un, bah vous prenez pas ça.
Non, pas le Sozu. Le sort noir remplace sang ardent. À la fin du combat, récupérer 10 PV. Ouais, c'est un sort ardent mieux. Moi, je le prends rarement. Je trouve que c'est pas assez bien. En fait, ça fait gagner 4 PV par combat. Je pense que tout ce qui est mana, c'est plus fort. Donc, je me vois pas prendre ça au-dessus du mana. Prendre quel qu'il soit, hein, à part peut-être la force. Je me vois pas prendre ça au-dessus de choisir les cartes. Je me vois pas prendre ça au-dessus de tout ce qui reste, tous les trucs après qu'on va voir. Pour moi, c'est au-dessus, voilà, des trucs pourris comme port d'or, clochette, etc. Le Sozu, gagner un mana au début de chaque tour, ne pouvez plus obtenir de potions. Quand vous l'avez sur le deuxième boss, c'est très bien parce que c'est très rare de récupérer des potions sur un seul donjon. Et vous êtes à la fin. Quand vous l'avez à la fin du premier boss, ça dépend à quel point vous donnez de la valeur aux potions. Mais en général, si c'est le seul qui vous donne du mana, bah vous le prenez. Hein. Tu réfléchis à jokeriser là? Non. Statue blanche bestiale. Obtenez toujours des potions après un combat. Bon bah c'est le Sozu à l'envers. Franchement c'est pas dégueu. Les potions c'est fort. Donc comparé à plein d'autres trucs qu'il y a dans les trucs de boss, c'est vraiment correct de pouvoir vraiment se dire qu'on va balancer des potions. Craquer une popo à chaque combat, c'est ok. Étoile noire, probablement une des meilleures si vous l'avez à la fin du premier boss et une des pires si vous l'avez à la fin, au deuxième. Deux reliques quand vous battez des élites. Si par hasard vous avez un bon deck et que vous l'avez sur le premier boss, votre donjon il est gagné. Vous avez juste à faire des élites sur le deuxième et vous allez avoir la barre remplie. Et c'est peut-être la relique qui snowball le plus de toutes, je pense. Avec celle qu'on va voir juste après. L'œil de Sneko. Piocher de cartes supplémentaires chaque tour. Déjà c'est pété. C'est pété. Commencez chaque combat avec confusion. Confusion, c'est un effet qui fait que vos cartes peuvent coûter entre 3 et 0. 1 et 3. Oui, ouais, tu le fais comme ça. Si à première vue cette relique elle fait peur, je pense que c'est largement la relique la plus forte du jeu. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'œil de Sneko, les cartes n'ont plus de coût. Le coût n'existe plus en fait, ce n'est plus une donnée dans le jeu. Donc par exemple, vous allez prendre tous les gourdins que vous allez croiser. Parce qu'un gourdin, c'est exactement la même carte que Strike. C'est une carte qui attaque pour un coup de mana aléatoire. Et quand votre gourdin il frappe à 0, youpi. Vous allez jouer en général plus de cartes avec l'œil de Sneko que si vous aviez pas l'œil de Sneko. Alors oui, des fois il vous fait des tours dégueulasses. Et c'est pour ça que œil de Sneko, si vous pouvez rajouter un point de mana à côté, ou toutes les reliques possibles qui vont filer du mana, il devient de plus en plus fort. Mais il y a des runs qui, l'œil de Sneko, il les gagne à lui tout seul. C'est lui tout seul. Vous avez œil de Sneko, vous avez des bonnes formes, des bonnes formes ça coûte pas 3. C'est juste un truc qui dit tous les tours tu gagnes 2. Mais ça peut aussi bien coûter 0, 1, 2, 3. Gourdin ça coûte pas 3. Bâche ça peut coûter 0. C'est fou. C'est idiot. C'est la relique complètement RNG. Le problème en fait c'est que dans ce genre de jeu, comme on choisit nos cartes, tu peux build pour cette relique. Et à partir du moment où tu peux build pour cette relique, ça en fait la meilleure carte du jeu. Enfin, la meilleure relique du jeu. Le fait est que il y a des reliques. Il y a des reliques absolument incroyables avec, comme par exemple le jeton. Toutes les cartes qui sont trop chères, vous allez les jeter. Comme par exemple la main de momie. Parce que si vous avez des trucs qui coûtent pas cher et que vous avez des trucs qui coûtent 3, vous allez les remettre à 0 ensuite. Voilà, œil de Sneko c'est pété. Ne pensez pas à ce que les gens vous disent. On sait, les gens parlent beaucoup. Mais l'œil de Sneko est votre ami.
c'est vraiment 50 à 70% de victoire en plus quand vous avez les deux Sneko. Ça serait équilibré s'il n'y avait pas la pioche supplémentaire. Mais comme vous piochez des cartes supplémentaires, le fait d'avoir de la malchance est équilibré par ça. Donc pété. Allez Den. Le caca, cette relique n'existe pas. Vous ne pouvez l'avoir que quand vous avez l'événement des petits feux follets et que vous leur donnez une malédiction. Eux, ils vous donnent un caca. Il ne sert à rien. Il va juste baisser votre score de 1. Voilà, c'est tout. Le cadeau de Henlot triple vos chances de recevoir des cartes rares comme butin sur les monstres. C'est dur à obtenir parce qu'en fait, il faut donner une relique à Henlot. Et certaines reliques, moi j'ai eu ça et je lui ai filé la bougie. Mais des fois il vous demande des reliques de ouf et vous êtes là genre mais non, mais... Moi une fois il m'a demandé mon Tori. Hein, il me fait tiens, tu veux pas me filer ton Tori? Hein? Non. Non. T'es ouf toi. Et du coup son deuxième truc c'est, mais du coup tu veux me filer autre chose? Genre je sais plus, un truc qui était bien aussi, j'étais genre... Rentre chez toi. Là-bas. Bah. Donc ça c'est pas ouf. Si vous avez un truc de merde à lui filer, allez, mais sinon... Voilà. Champignon étrange. Donc pour l'avoir, il faut tomber sur le point d'interrogation où on vous propose de vous battre contre des spores qui envahissent les rats. Ça réduit les dégâts que vous prenez sous vulnérabilité. Ça peut être intéressant. Après, si vous êtes mal dans votre run et que vous n'avez pas beaucoup de PV, la relique vaut pas le coup qu'on se batte pour, quoi. Ouais. Mettez pas votre run en danger pour, mais si vous pouvez la récupérer, c'est pas spécialement compliqué, c'est toujours pratique. Il y a tellement peu de mobs qui vous rendent vulnérables en fait au bout d'un certain temps. Oui. Le Codex de Nilri, un des 3 bouquins qu'on peut avoir avec le même event, où il y a 3 bouquins différents qui sont proposés. La fin de chaque tour, vous pouvez choisir... Ils sont pas proposés, hein, c'est au pif. Hein. Oui, c'est au pif. Hein. À la fin de chaque tour, vous pouvez choisir une carte parmi 3 aléatoires et la placer dans votre pioche. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Strictement rien. Vous remplissez votre deck, souvent de cartes pas cool. Vous pouvez les passer. Si tu pouvais pas les passer, cette relique serait strictement négative. Je n'ai jamais, par contre, vu si Codex de Nilri et Bol Chantant, ça marche. Ça marche pas. Ok, donc c'est vraiment le pire des 3 bouquins. Enchiridion. Commencez chaque combat avec une carte pouvoir aléatoire dans votre main. Son coût est de 0 pendant le premier tour. C'est ok, ça te donne une carte gratuite. Et sachant qu'il n'y a aucun pouvoir qui est strictement négatif, tu peux choisir de le jouer ou de pas le jouer. Si tu tombes sur un pouvoir qui est vraiment très mauvais pour ton deck, c'est une catastrophe, tu te retrouves avec une carte morte dans le deck. Mais sinon, en général, c'est un pouvoir qui coûte 0, ça combotte avec la main momifiée. Voilà, c'est pas... Ça fait chier honnêtement quand on te propose celui-là, parce qu'en général, tu vas chercher le 3ème. Mais bon, c'est pas la mort. Ouais. L'idole dorée, 25% d'or supplémentaire en éliminant vos ennemis. En général, ça fait toujours un peu mal de la pécho, mais bon. 25% d'or, ça vaut le coup. Si tu la récupères très tôt, en général, t'arrives au 3ème donjon et t'as de quoi acheter une ou deux reliques que t'aurais pas pu acheter à la place, donc voilà, ça peut valoir le coup. Donc ça vaut le coup. Idole sanglante, lorsque vous récupérez de l'or, récupérez 5 PV. Donc pour l'avoir, il faut avoir l'idole dorée qu'on vous l'échange. Idole sanglante est probablement une des meilleures potes de la silencieuse. En guerrier, je sais pas si garder l'idole dorée vaut pas le coup. Lamentation de Néo, c'est la truc que peut vous donner la grosse baleine. Les ennemis des 3 prochains combats commencent avec 1 PV. C'est dur à juger parce qu'en général c'est en fonction de ce qu'il y a autour. Et on s'est remarqué qu'en fait les 3 premiers combats de base c'est des combats simples. Donc en fait à part si on réussit à passer et aller voir un élite, ce qui est pas sûr sur tous les donjons, c'est totalement inutile. En gros, si vous arrivez à aller voir un élite, ça vous donne une relique gratuite. Parce que du coup, vous pourrez aller voir un autre élite dans le donjon en plus. Sinon, ça sert à rien. Et il faut pouvoir aller voir un élite sans avoir de combat en plus, sans que des trucs comme ça, et que en plus sur ce chemin, bah, cette élite, on puisse aller voir un autre élite, d'autres élites, que ça nous fasse pas perdre des élites, simplement parce que si on gagne une relique gratuite, c'est pas pour la perdre ensuite parce qu'on peut pas faire les combats en fait. Donc Masque rouge, au début de chaque combat, appliquez 1 de faiblesse à tous les ennemis.
Bah, encore une fois, la silencieuse aime pas mal cette relique parce que ça permet qu'au premier tour tu peux jouer tes pouvoirs sans forcément prendre une énorme croûte, mais c'est pas la relique qui te fait taper le cul par terre. Après, en général, on te la propose en fin de donjon. Oui, on te la propose à la fin, elle est pas très très chère à obtenir, c'est genre elle coûte 85 je crois. Non, c'est Ça genre, va. tu sais, c'est le truc où ils te prennent tout ton gold. Ah oui, oui, bah c'est pas grave, enfin en général tu t'as plus de gold, enfin si tu te la proposes à un moment où tu t'en fous, c'est pas grave, la relique est pas ouf, mais en général tu l'as pour pas grand chose. Le Necronomicon, alors le Necronomicon, à chaque tour, la première attaque coûtant au moins 2 et jouée 2 fois. Quand vous prenez cette relique, recevez malédiction. En guerrier, c'est pété, parce que toutes vos cartes maîtresses coûtent 2. Frappe lourde, ça coûte 2. Frappe parfaite, ça coûte 2. Searing Strike, ça coûte 2. Voilà. Donc, pour toutes les cartes qui coûtent... la frappe aussi qui gagne plus 8 à chaque fois que tu la joues, bah en fait elle va être comptée jouée comme 2 fois. Donc... et c'est la même qui est jouée 2 fois, donc en gros ça va faire par exemple 8 et 16. Et la prochaine fois ce sera 24. C'est une fois par tour en plus. Le Necronomicon c'est vraiment pété. Ouais. Necronomicon, ça fait partie des cartes qui avec Sneko peuvent casser des runs. Ouais, c'est vraiment pété. Enfin des reliques, pardon. Ouais. Alors, carte d'adhérent, au prochain niveau, le taux d'apparition des boutiques augmente de 50%, remise de 20% sur tous les produits. Bah en fait, quand il y a marqué boutique, c'est que vous êtes obligé de l'acheter, et en général, t'as pas envie de l'acheter. Ouais, c'est pas ouf. Le chaudron, lorsque vous l'obtenez, il prépare 5 potions aléatoires. C'est la pire relique du jeu. En général, il vaut plus cher que les 3 potions que tu peux acheter chez le marchand. Ouais. Et tu peux les voir avant au moins. Et là, en fait, il t'en fait 5, alors que tu peux en porter que 3. Donc Voilà. tu t'en bats les steaks. Ouais. C'est nul. Allez, la gaufre. Augmente vos PV max de 7 et récupérez tous vos PV. Bah, quand c'est un marchand qui tombe pile au bon moment Ça et sauvegarde. que d'un coup bah, tes 2 ou 3 prochains feux ça devient des améliorations, ou qu'il y avait un élite juste après le marchand, tu sautes dessus, tu la dévores, tu mets un petit peu de miel, c'est délicieux. Sinon en général tu payes pas si c'est juste pour augmenter les PV max de 7. Le petit ornithoptère, lorsque vous utilisez une potion, récupérez 3 PV. C'est pas ouf, mais si vous avez quelque chose comme... C'est mieux que l'oiseau avec les pouvoirs. Oui, c'est mieux... Non, c'est pas mieux que l'oiseau avec les pouvoirs. Parce que les pouvoirs, tu Je peux les trouve. jouer... En fait, les pouvoirs, tu vas les avoir tous tes matchs. Alors que les popos, tu peux ne pas avoir de popo une fois par match, en fait. C'est pas faux. Genre, au maximum, t'as une popo par match, pas plus. Alors que des pouvoirs, tu peux en claquer 4 ou 5 dans le tour. Ah, carrément. Enfin, dans un match, avec un... Ouais, c'est vrai. Ça arrive. Non, mais voilà, c'est ok si vous avez statue blanche bestiale et vous avez des popos tous les tours, enfin tous les Ouais. matchs, ça compte comme un demi-soin. Parce que chaque fois que vous jouez une popo, c'est 3 PV, vous jouez une popo par match, donc c'est... Voilà, mais c'est quand même pas ouf de mettre de l'argent là-dedans. Trousse de secours, les cartes statues peuvent désormais être jouées. Jouer une carte statue vous fait épuiser cette carte. Ça permet de jouer les plaies, les choses comme ça. En général, vous n'êtes pas censé vous retrouver dans des situations où vous avez besoin de ça, mais si vous êtes dans la merde, ça peut vous sauver votre run. Et la dernière, l'étrange cuillère. Les cartes à épuiser ont 50% de chance d'être défaussées à la place. Voilà, ça peut faire des combotages débiles. Mais on dit, vas-y. Tente-le. On va prendre la chance pour faire des combos. Ouais. C'est assez moyen. Ouais. Écoutez, mais voilà. On y est, on a fait toutes les reliques. C'était long, je pensais pas que ce serait aussi long toutes les reliques. Oui, bidons. c'était long, il y en avait beaucoup. Oh. Vous devez l'entendre, je commence à m'étouffer, je ne sais pas pourquoi, j'ai le nez qui Ça- commence à être pris. Ça a fait un petit peu robot sur celle-ci, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec les cartes que c'est des vidéos, c'est peut-être pas non plus le feu comme ça. Donc on essaie d'aller un peu vite, et de toute façon maintenant les 2 prochaines vidéos on va s'attarder sur les builds, donc les synergies, cartes, reliques, etc. Donc on préparera peut-être un petit peu en avance pour bien tout vous montrer et faire ça bien, et on vous kiffe. Voilà, la kiffance, la blédance, l'amourage. Moi je vais aller me moucher parce que je suis en train de m'étouffer. Je vous fais des bisous, je vous kiffe. Ouais.
Attention, et pour la fin de la vidéo, vous allez avoir Volvi. En gros. Bah ouais. Je lis tout le temps en gros. Oui, mais toi, tu sais, c'est parce que t'es particulier. Allez, Non, c'est parce que t'es gros. Allez, coupe la vidéo. au revoir. Coupe la vidéo.